On connaît tous Halloween pour sa musique glaçante, son ambiance automnale et son tueur silencieux, Michael Myers, mais le mal ne s'est pas arrêté à Haddonfield. Entre les films, Michael a continué à hanter un autre média, les comics. Et à travers eux, les auteurs ont tenté d'expliquer, d'amplifier ou simplement d'observer ce mal sans visage. Aujourd'hui, je vous présente les comics Halloween. En 2000, Chaos Comics reprend le mythe et lance une série de 3 issues. C'est écrit par Phil Notman et Daniel Farrands, ce dernier étant le scénariste du film Halloween 6. Le récit reprend d'ailleurs les thèmes du culte de Thorn et du mal héréditaire. Pas forcément les meilleures idées à reprendre. On y suit Tommy Doyle, le garçon que Laurie Strode gardait dans le premier Halloween de John Carpenter. Tommy récupère les notes personnelles du Dr Loomis et peut ainsi retracer la jeunesse de Michael Myers quand il n'était qu'un enfant interné en hôpital psychiatrique. Ce récit propose plusieurs flashbacks permettant de déplacer l'intrigue dans le passé où on verra un Myers plus jeune dans un autre environnement. Le comics pose aussi la fameuse question, est-ce que Loomis aurait pu sauver le jeune garçon de la folie? Dans les dernières pages, on a droit à un nouvel affrontement entre Tommy et Michael. Quelques mois après le premier comics Halloween, l'éditeur publie sa suite directe, The Blackest Eyes ou Les Yeux Noirs. L'histoire reprend exactement là où la première issue s'est arrêtée, lorsque Tommy Doyle projette un Michael Myers en feu depuis le toit de sa maison, un peu de la même manière que dans le premier film. À partir de là, on va vraiment beaucoup plus rentrer dans le culte de Thorn et toutes les dérives qu'il y avait à partir du 6e film, enfin je crois que ça avait débuté un petit peu avant, qui apportait une dimension beaucoup plus surnaturelle à Michael Myers afin d'expliquer ses multiples retours et son immortalité en quelque sorte, ainsi que sa super force. Et pour finir avec ce 3e numéro qui conclut cette mini-série, ce 3e numéro est intitulé The Devil's Eyes, les yeux du diable. Tommy est enfermé dans un asile psychiatrique et il va rapidement s'échapper et rejoindre Lindsay Wallace, la petite fille qui était gardée avec lui par Laurie Strode dans le premier film de 78. Seulement, Michael réapparaît, mais il est censé être mort. Qui se trouve donc sous ce masque? La réponse est étonnante, c'est Laurie Strode elle-même. On voit donc ici la victime qui a succombé à son bourreau et qui est devenue elle-même le mal en fait. Personnellement, je suis pas du tout fan de ce genre d'approche. Voir le héros qui endosse le masque et qui devient lui-même le tueur alors qu'il se faisait traquer par ce dernier, c'est pas terrible. On a vu ça dernièrement avec Souviens-toi l'été dernier et ça avait été fortement suggéré avec Scream. À mon avis, on serait aussi allé là-dedans avec les anciennes actrices. On retrouve ensuite Halloween, 30 ans de terreur. C'est un one-shot qui contient 5 histoires courtes, toutes écrites par le même scénariste, Stephen Hutchinson. Chaque segment est écrit avec un ton unique, certaines histoires sont ancrées dans la réalité du film original, d'autres frôlent le fantastique pur. L'idée est très bonne, mais il y a seulement 5 numéros et ça n'a jamais eu de suite, donc c'est un petit peu dommage quand même. Le premier numéro se nomme Trick or Treat, des bonbons ou un sort. Laurie Strode dit à Tommy Doyle et Lindsay Wallace de descendre la rue jusqu'à la maison des Mackenzie et de leur dire d'appeler la police. Joe et sa femme Mary regardent la télé et discutent de la façon dont les temps ont changé depuis qu'ils étaient jeunes. À ce moment-là, Tommy et Lindsay frappent à la porte d'entrée et se précipitent pour dire aux Mackenzie que le croque-mitaine a essayé de les tuer. Tommy continue en disant à Mary que le croque-mitaine est chez lui et qu'il va tuer Laurie. Joe essaie de calmer les enfants pendant que Mary appelle la police. Mary entend alors des coups de feu dans la maison des Doyle alors qu'elle appelle la police et leur raconte ce qu'on lui a dit. À l'insu de Mary, Michael l'observe alors qu'elle passe l'appel. Des années plus tard, Joe est décédé et Mary n'a jamais oublié cette nuit où elle a vu à quel point ses enfants avaient peur. Elle entend frapper à la porte, ce sont des enfants qui viennent réclamer des bonbons. Mary offre donc des bonbons aux enfants. Ces derniers choisissent ce qu'ils désirent. Un des jeunes enfants croque dans un bonbon et sa langue est coupée par une lame de rasoir. Mary se retourne et découvre Michael assis dans le fauteuil de Joe. Elle se retourne pour regarder les bonbons et voit d'autres lames. Elle se retourne de nouveau vers la chaise pour découvrir que Michael n'est plus là. La première moitié de cette histoire se déroule en 1978 durant le premier film. C'est directement après que Tommy et Lindsay soient sortis de la maison en échappant à Michael. Les Mackenzie entendent des coups de feu. Ce sont ceux de Sam Loomis qui tirent sur Michael. L'apparition de Michael à la fenêtre se fait directement entre la fin du premier et le début du deuxième. L'appel de Mary à la police conduira également à la découverte des corps dans la maison Wallace et au sauvetage de Laurie Strode. On a donc une continuité avec les films dans cette première partie. Dans la deuxième, en revanche, je trouve que ça tombe un peu dans le ridicule. Michael qui veut blesser des enfants inutilement en mettant des lames de rasoir dans des bonbons. Évidemment, c'est cruel, violent, extrêmement méchant, surtout pour des enfants. Mais quel est l'intérêt pour Michael de faire ça? Ça fait juste une sorte de farce morbide et ultra malsaine. Mais je vois pas le personnage agir de cette manière personnellement. On a une autre histoire qui se nomme Tommy et le croque-mitaine. On y suit Tommy Doyle encore une fois, qui est un homme de 35 ans, marié,
et auteur de bande dessinée d'horreur. Dans ce numéro, Tommy lit une bande dessinée où on découvre toute une histoire sur un homme tarentule, etc. Une histoire qui fait très conte de la crypte. Et à la fin, lorsqu'il termine l'histoire, Tommy décide d'écrire sur son propre croque-mitaine, à savoir Michael Myers. Pareil, c'est une histoire pour moi qui n'a aucun intérêt. Une autre des histoires se prénomme POV, donc point de vue. Une jeune femme vient d'être couronnée Miss Haddonfield 1991. La jeune femme retourne dans sa loge et en s'asseyant, elle sourit à sa victoire mais voit une forme dans le miroir et d'un coup brutal, la jeune femme est poussée contre le bureau par Michael, qui va même procéder jusqu'à sa décapitation. Michael laisse la femme sans tête pour regarder le miroir ensanglanté de la même manière qu'il regarde toutes ses victimes. Toute cette histoire est racontée sans dialogue à travers les points de vue alternés de Michael et de la Miss Haddonfield, et toute cette histoire en fait est conçue pour faire écho à la scène d'intro du premier film où Michael tue sa sœur. Pareil, je vois pas trop l'intérêt, c'est juste une petite histoire de violence où tu suis du point de vue de Michael une meuf qui va aller du coup dans sa loge, s'admirer, tu le vois en train de regarder et puis ensuite la tuer. Ça raconte rien. Mais après, finalement, avec Michael Myers, est-ce qu'on n'aurait pas déjà fait le tour? Est-ce que ces comics, finalement, ont un réel intérêt? Donnez-moi votre avis en commentaire. La quatrième histoire se nomme Visiting Hours, heure de visite en français. Toutes les histoires qu'il y a eu ici sont à peu près canon, peut-être sauf celle sur Tommy Doyle. Les autres peuvent faire partie sans nul mal de l'univers des films, et celle-ci encore plus que les autres peut-être parce que le protagoniste principal de cette histoire c'est Laurie Strode, et ça se déroule entre Halloween 20 ans après et Halloween Résurrection. Laurie Strode est internée dans son asile psychiatrique et imagine la vie différente qu'elle aurait menée si Michael ne l'avait jamais trouvée. Pour le coup c'est assez sympa, il y a quelques caméos, notamment celui d'Annie Brackett, sa meilleure amie qu'on voyait dans le premier film. C'est peut-être la seule histoire qui vaut véritablement le coup dans les 5 qui nous sont proposés à l'intérieur de cette anthologie, et surtout ça se déroule en 2001, donc quelques temps à peine avant que Michael ne vienne la tuer dans cet asile. Et la dernière histoire se nomme Compulsion de répétition. Nous sommes en 1989, à l'école primaire d'Haddonfield. On y voit une enseignante qui apprend à ses élèves à ne plus avoir peur, et en donnant le secret qui serait en fait de sourire, et qu'ainsi rien ne pourrait leur nuire. En parallèle de cette enseignante, on va suivre Sam Loomis et Marion Chambers qui cherchent à retrouver Michael. Pareil, j'y vois pas trop d'intérêt, à la fin en fait l'enseignante va se faire tuer de manière extrêmement brutale et qui sera exposée en fait à la vue des élèves, d'une manière assez terrible. Ça me rappelle les meurtres de The Mask dans les comics. Bon, cette anthologie, comme vous avez pu le voir, n'a pas grand intérêt selon moi. Voilà, les histoires qui nous sont racontées sont très courtes, n'apportent pas grand chose, enrichissent artificiellement le lore, hormis l'histoire avec Laurie qui se déroule entre le Halloween 20 ans après et Halloween Résurrection. Autrement, toutes les autres n'ont vraiment aucun intérêt de mon point de vue. Ensuite, à partir de 2008, avec l'anthologie 30 ans de terreur, les comics ne seront plus édités par Chaos Comics, mais par Devil's Due. On enchaîne donc avec Halloween Night Dance. Toujours écrit par Stephen Hutchinson, ce gars c'est vraiment le scénariste des comics Halloween, il a scénarisé quasiment tout ce qui a été fait. L'histoire ne suit ni Laurie Strode, ni Tommy Doyle, ni aucun personnage des films d'ailleurs. On est dans une Haddonfield moderne, où une adolescente nommée Lisa Thomas est tentée par un traumatisme d'enfance. Elle a vu Michael Myers. Des années plus tard, elle vit dans la peur constante, jusqu'à ce que Michael revienne. Ce comics réussit là où beaucoup de films ont échoué, c'est-à-dire transformer Michael en une ombre vivante sans jamais lui donner trop de présence. On ne comprend jamais vraiment s'il la poursuit parce qu'il se souvient d'elle ou parce que le mal finit toujours par revenir à ceux qui l'ont croisé. Le ton rend vraiment hommage à John Carpenter et ça c'est un très gros point fort de la plupart de ses comics. C'est lent, silencieux et anxiogène. Myers est souvent vraiment montré dans l'ombre et la plupart de ses apparitions font vachement écho à l'esprit en fait de John Carpenter, ce qu'il voulait retranscrire dans son premier film. Hutchinson écrit Michael comme un concept, le retour du traumatisme et la fatalité du mal. Les couleurs sont froides, hivernales, presque monochromes, visuellement on est en plein dedans. S'ensuit The First Death of Laurie Strode. Dans cette mini-série, Hutchinson s'attaque au cœur du mythe, Laurie Strode. Le comics se situe directement après Halloween 2 et dans la même continuité que Halloween 20 ans après. Ça imagine donc comment Laurie survit à son frère mais pas à la peur qu'il incarne. Elle va essayer de mener une vie normale mais le passé la hante, littéralement et psychologiquement. C'est une œuvre tragique, Laurie est une femme brisée, fatiguée et lutte contre l'inévitable. C'est une lecture assez mélancolique d'Halloween où Michael n'est plus seulement le tueur mais le rappel constant du traumatisme. Le titre est aussi symbolique car c'est la première mort de Laurie en quelque sorte, celle de sa vie normale. Chaque planche fait sentir l'angoisse de la répétition, la peur du retour de Michael, même quand il n'est pas là. Malheureusement, on a eu seulement 2 issues, la 3e ayant été annulée.
Halloween Autopsy. Ce comics il était sorti avec le documentaire DVD Halloween 25 ans de terreur. C'est un one-shot où on suit un photographe obsédé par les crimes de Michael Myers qui va documenter chacun de ses meurtres, chaque scène, jusqu'à ce que cette fascination se transforme en malédiction. C'est une métaphore de l'obsession morbide du public pour les tueurs en série et la violence. Le photographe c'est en quelque sorte nous, public, fasciné par le mal, incapable de détourner le regard. Michael ne fait presque rien dans ce comics mais il est présent dans chaque image, preuve que le mal n'a pas besoin d'agir pour exister. C'est l'un des comics Halloween les plus conceptuels mais aussi l'un des plus réussis sur le plan symbolique. En plus il y a un bon twist à la fin. Par contre, pour moi un défaut qui est assez majeur, c'est le style graphique qui fait trop enfantin, voire même un peu webtoon. C'est assez inapproprié pour les thèmes particulièrement glauques qui sont écrits ici, et même pour du comics d'horreur en général. On conclut avec Halloween Sam, sorti en 2009. C'est le dernier one-shot de cette période, toujours écrit par Stephen Hutchinson. Ça raconte la vie du Dr Loomis à travers ses notes personnelles après la mort supposée de Michael. Cette histoire-là, elle est aussi dans la continuité d'Halloween 20 ans après. La plupart des comics en réalité que je vous ai énoncés depuis le début de cette vidéo, là, depuis Halloween 30 ans de terreur, ils sont tous dans la continuité de 20 ans après, et Halloween Résurrection. On y découvre un Dr Loomis hanté, culpabilisé, presque fou même. Le comics explore l'idée que le mal a infecté le psychiatre lui-même. Loomis réalise qu'en poursuivant le mal toute sa vie, il est devenu en quelque sorte son écho. C'est une histoire lente, introspective, tragique, c'est une parfaite conclusion pour ce cycle de comics. Ce que les comics Halloween ont compris, mieux que certains films, c'est que Michael n'a pas besoin d'explication. Il n'est ni humain, ni démoniaque, juste l'incarnation du vide. Chaque auteur, chaque époque a tenté de le cerner, et a fini par s'y perdre. On voit dans la plupart des films, il y en a très peu qui ont réussi à retirer vraiment, enfin à conserver plutôt l'essence de ce qu'était Michael dans le premier film de John Carpenter. Parce qu'Halloween, c'est pas qu'une histoire de tueur, c'est une histoire sur la peur elle-même, celle qu'on ne peut pas nommer, celle qui ne meurt jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je tenais vraiment à sortir ça pour Halloween. Je suis un fan de la saga Halloween, plus généralement un gros fan des slashers, donc je me suis intéressé à tous les comics qui pouvaient être en lien avec les slashers, donc Massacre à la tronçonneuse, Freddy, etc. Et j'ai fait des découvertes plutôt intéressantes, je vous en avais partagé un petit peu dans cette vidéo, et il y aura très certainement d'autres parties. Une que j'ai hâte de vous faire, c'est sur les comics Chucky. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je tournerai ça dans les mois à venir, voilà, ne soyez pas non plus trop pressés, je vais essayer de faire autre chose. J'essaye de varier un petit peu le contenu sur cette chaîne. En attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween, c'était Pyro, ciao ciao.